Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de pénible que d'être avec soi-même? Réveille-toi, réveille-toi. Hey, yeah. It's time to wake up. Réveille-toi, hey. Réveille-toi. Wake up, wake up, wake up. Bienvenue. Vous écoutez le podcast Wake Up Conversations. Je suis Anaïs Raoux, cofondatrice et CEO de Wake Up, une école pour les individus et les entreprises en quête de sens. Avant de vous présenter l'épisode du jour, laissez-moi vous parler de ce sur quoi on travaille en ce moment. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très différent de celui d'il y a 20 ans. Les consciences s'éveillent et au travail, il n'est plus question de commander, de contrôler ou d'offrir un simple CDI. Nous sommes en 2020 et les individus recherchent aujourd'hui du sens et de l'impact au travail. Ils recherchent leur mission de vie, leur identité et à être reconnus pour qui ils sont vraiment. Ce décalage entre les aspirations des individus et la réalité du monde du travail avec sa hiérarchie en place et ses petits chefs crée un malheur et un désengagement inouï au travail. Vous managez une équipe et vous voudriez qu'elle marche sur les braises avec vous? C'est possible, même en 2020. Mais vous ne pouvez pas continuer à mettre en œuvre les mêmes méthodes de management du passé. Elles ne marcheront pas à un moment où le futur du travail se dessine sous nos yeux. Vous devez créer de la confiance, comprendre finement les besoins de vos coéquipiers pour qu'ils restent engagés, motivés et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons construit des outils pour ça. Notre outil phare, Boussole Pro, vous aide à réellement connaître la personnalité de vos coéquipiers, à adapter votre management à qui ils sont et à avoir de réelles conversations qui ont du sens. Vous pouvez démarrer gratuitement sur www.wake-up.io/boussolepro. Allez, place à l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Zobrist, le patron de Favy. Il a dirigé Favy, qui est une entreprise de fonderie française en Picardie, de 1980 à 2009, et il a été pionnier dans la mise en œuvre de ce que l'on appelle l'entreprise libérée. Avec lui, l'usine a connu une croissance formidable et une superbe renommée, à tel point qu'un jour, Elon Musk est arrivé dans leur bureau. Il avait pour projet de monter une boîte qui fabriquerait des voitures électriques. Cette boîte, c'est évidemment Tesla, et Favy est devenu l'un de leurs fournisseurs. Vous verrez, Jean-François Zobrist n'est vraiment pas un dirigeant comme les autres. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Jean-François Zobrist. Oh, et avant de vous quitter, je vous ai mis toutes les références de l'épisode sur notre site www.wake-up.io/podcast pour que vous puissiez les retrouver. Bonne écoute! Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va démarrer avec une question que j'aime bien poser à tous mes invités. Bien sûr, elle est personnalisée, mais qui êtes-vous, Jean-François Zobrist? Alors, moi, je me définis très sincèrement comme un petit patron, parce que l'entreprise est 650 personnes, ce qui n'est pas très gros. Naïf. Naïf, je crois en mes croyances, et donc je les applique. Je crois sincèrement que l'homme est bon, et c'est pas religieux chez moi, c'est pas catholique. C'est parce que je pense que le mammifère placentaire humain est le seul qui prend soin des vieux, des malades et des blessés. Ce qui fait l'humanité, c'est la bonté. Donc je contrôle rien, moi. Mais rien. Tout papier de contrôle, je le bannis, voilà, puisque l'homme est bon. Donc je suis naïf, je crois en mes croyances. Paresseux, alors c'est presque une force. J'ai appris ça de Shiba. Quand il y a un problème, j'ai tendance à pas le gérer, j'ai tendance à le supprimer. Et Shiba dit surtout ça, ne gérez pas le problème, vous allez le faire perdurer. Il faut le supprimer. Ou alors, je cherche autour de moi s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait le faire à ma place. C'est-à-dire, je ne délègue pas par grandeur d'âme, je ne délègue pas par intelligence, je délègue parce que je suis flemmard. Voilà. Et c'est très sincère. Mais c'est comme ça que vous vous présentez d'ailleurs dans le livre et vous parlez des études que vous avez entreprises en 1960. Vous dites, j'étais paresseux, je n'avais pas envie de faire des longues études. Oui. Donc, j'ai fait le premier BTS. Le seul qui existait. Voilà. Et comme la métallurgie me plaisait, parce que je comprenais à quoi ça servait, j'étais très bon dans la métallurgie. C'est-à-dire que j'ai inventé les alliages, mais parce que j'ai compris à quoi ça servait. J'ai jamais ouvert un bouquin toute ma scolarité. J'écoutais bien les professeurs. J'étais très franc en calcul, par exemple. Mais l'algèbre A plus B au carré, j'ai jamais vu l'intérêt. Vous voyez, je suis quelqu'un de bon sens et puis très pratique. Oui, d'action. Quelqu'un d'action. Alors ça, j'ai une capacité à passer l'action. J'avais un collaborateur souvent qui me disait
il mettait la main sur mon téléphone, à l'époque où il y avait téléphone, il disait « Attends que j'ai fini ma phrase ». Et généralement, on n'a pas fini la phrase que j'appelle quelqu'un pour voir s'il peut le faire, quoi. C'est vrai que je suis quelqu'un qui suis... Alors, ça c'est Jean-Christian Fauvé, je suis tout à fait quelqu'un de métaction. Mais je suis vraiment quelqu'un de simple. Hein. Je me suis construit un petit avion, je suis monté dedans, j'ai décollé. Tous mes copains qui ont construit un avion, ils passent des heures à rouler, etc. La meilleure preuve, c'est que j'ai mis en l'air les avions de 2 copains, j'ai fait 10 heures avec avant qu'ils... C'est pas du courage, c'est pas de l'inconscience. C'est fait pour voler, donc ça vole. Voilà, moi j'ai rassemblé les morceaux, puis j'ai décollé. Voilà, point barre. On vous voit aussi dans un reportage, je mettrai les liens sur le site pour ceux que ça intéresse, mais le reportage démarre en deltaplane, c'est ça Oui, enfin, depuis l'âge de... Mon papa aimé le vol à voile. Donc je vole, soit j'ai fait 1500 sauts en parachute, je vole sur tout ce qui vole, les autogyres, les pendulaires, les avions, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sens de l'air. C'est inné chez moi, j'aime bien voler. Il y a deux passions qui sont assez communes, que je retrouve assez souvent. J'aime bien la moto. Et avec ma petite femme, on a fait le monde entier en moto. On a fait le Pérou, on a fait le Rajasthan, enfin je passe ça. On a fait peut-être, je sais pas, 15 voyages. J'aime bien la moto, puis j'aime bien voler parce que quand vous décollez, dès que vous avez décollé, vous êtes dans une autre dimension. Vous ne pensez plus à rien. Puis c'est un peu mégalo, parce que c'est comme le domaine des âges et des dieux et des anges, quoi. Hein, vous voyez, en automne, quand il fait très gris, vous percez la couche, et vous voyez, vous imaginez sur une chaise volante, au-dessus des nuages blancs, là, comme on vole en avion, là. Pour la mégalo, c'est fabuleux, ça. Récemment, j'ai interviewé Bertrand Piccard, et donc, qui est l'explorateur qui a fait le tour du monde en avion solaire. Et donc, oui, il me décrivait un peu ces sensations qu'il a qui sont celles que vous évoquez. Et donc, après ce BTS, si j'ai bien compris et bien lu votre parcours, vous êtes jeune adulte et vous faites votre service militaire. Bien sûr, comme officier. Alors, ça, c'est autre chose. J'ai été programmé pour faire la guerre. Ça, c'est un truc que votre génération ne peut pas comprendre. De tout temps, on a fait une guerre tous les 40 ans. La révolution de Napoléon, 70, 14, 40, 80. D'accord ? C'est comme ça. Depuis l'invention de l'écriture, il y a 8000 ans, on sait que chaque roi de Mésopotamie, chaque pharaon, tous les 40 ans. Bon. Donc j'ai été programmé pour faire la guerre. Alors, c'est un concept, heureusement, totalement... C'est d'ailleurs la force de ma génération. On est la dernière génération qui était prête à mourir pour son pays. Aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un au monde, même en Corée du Nord, j'en suis sûr, qui est prêt à mourir pour son pays. Ce qui est une connerie sans nom, mourir pour son pays. Parce que quand on est mort, on ne sert plus à rien. Et moi, j'étais prêt à mourir pour mon pays. Parce que j'étais éduqué comme ça. Donc, de l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans, tous les dimanches matins, j'allais voir les militaires, plus 2 semaines bloquées par an, pour être officier. Et je fais mon service militaire comme officier dans les fusées à tête nucléaire, à poudre, que nous donnaient les fusées Honor Jones, que nous donnaient les Américains. Donc, alors, le service militaire fait partie aussi un peu de ma culture. Involontairement, vous verrez que quand à Favy, on s'est développé, on a fait un blason. Mais c'est ça, on a un uniforme à Favy. C'est inconscient, c'est pas réfléchi chez moi. J'allais vous demander en quoi l'armée vous a inspiré dans ce que vous avez entrepris ensuite. Il y a déjà des choses comme ça. Oui. Il y a un uniforme, il y a un blason, il y a une devise. Et puis j'ai appris l'humilité parce que je me suis retrouvé sous-lieutenant dans une batterie nucléaire, là, avec un adjudant qui avait fait l'Indochine, ça c'est dans les années 60, hein, et 2 sergents qui avaient fait l'Indochine, l'Algérie. J'allais pas. Alors dans l'armée, c'est comme ça, le sous-lieutenant il est au-dessus de l'adjudant, ce qui est stupide, ce qui est ridicule. Je n'allais pas donner des ordres à un adjudant. Donc j'ai appris à faire en sorte que les choses se faisaient toutes seules. C'est-à-dire, je prônais, que je disais, tiens, mon adjudant, on pourrait peut-être... Oui. Et ça m'a servi, ça, tout le temps. Et toute ma vie, j'ai prôné sans jamais exécuter. Tout simplement parce que comme je suis quelqu'un de créatif, mais brouillon, quand j'organise, c'est un bin, c'est quoi. Chaque fois que j'ai voulu organiser, c'est bon. Donc, je prône. Voilà. Ça, je l'ai appris au service militaire. Par humilité et par respect. Parce qu'un mec qui a fait l'Indochine, c'est pas un sous-lieutenant de 21 ans qui va lui donner des ordres, quoi. Alors qu'il y en a qui bêtement le font. Et les adjudants obéissent, hein, ce qui est sur liste. Hein. Mais on retrouve un peu ça dans le civil. Hein. Vous avez des ouvriers qui sont hyper qualifiés et des ingénieurs et l'ouvrier va obéir à l'ingénieur. C'est l'ingénieur qui devrait écouter l'ouvrier. Oui, mais chez moi, rien n'est conscient. Tout ça, c'est passé dans le cerveau reptilien, quoi. Mais je pense que c'est intéressant ce que vous dites parce que aujourd'hui on a cette vision du leader qui doit absolument tout structurer, tout organiser. Ah non, c'est fini ça. Bah, on l'a quand même ancré. Enfin, je discutais pas plus loin que bah, oui, c'est fini, Dieu merci. Mais je discutais pas il y a pas si longtemps que ça avec une jeune entrepreneur et qui culpabilisait de pas être
suffisamment structuré, organisé, et donc c'est décomplexant de vous entendre dire moi, chaque fois que j'ai structuré, c'était le bordel. Attendez, il n'y a pas que ça qu'il faut voir. Fayol et Maillot, en 1915, deux ingénieurs, on dit, on fixe un objectif à l'entreprise, on divise un objectif individuel, et après on explique à chacun ce qu'il doit faire. À l'époque, il y avait 90% de la population qui vivait dans les champs. Donc les gens qui rentrent dans l'usine n'ont aucune notion d'un horaire. D'accord ? Il fallait les éduquer, donc on a mis le pointage. Il fallait forcément morceler Taylor, disons, il faut morceler les tâches en tâches élémentaires, aussi simples qu'un gorille intelligent puisse le faire. Parce qu'un paysan, c'est pas une vue globale. On peut pas dire à un paysan, faites une voiture. Les gamins qui ont grandi avec l'iPad et l'iPhone, c'est pour ça que mes petites filles s'en vont. Qu'elles vont faire leurs études au Japon, en Hollande ou au Canada. Dans des pays, on dit aux enfants, pourquoi vous ne regardiez pas ça et non pas comment on fait ? Je veux dire, ce système-là est complètement caduque. Mais déjà, des visionnaires comme Ford, déjà, à son époque, disait il n'y a qu'un ouvrier sur 1000 qui fait exprès de faire des pièces mauvaises. Le reste, c'est ma faute. Parce que j'ai mis en place un système qui permet à un bon ouvrier de faire des pièces mauvaises. Je crois qu'on continue à prendre. Alors, c'est assez dramatique. Isaac Guest, qui est un ami très cher, et avec lequel on échange beaucoup, puis si vous voulez, la force d'Isaac Guest, c'est qu'il s'est modélisé. Moi, j'ai fait des trucs sans faire exprès en 80, et lui, en 2020, en 2000, c'est lui qui a inventé le mot entreprise libérée. C'est lui qui a modélisé ce qui était le leader libérateur, etc. Ça, il sait faire, Isaac. Et le problème d'Isaac, c'est qu'il enseigne ça, il dit ça, il écrit ça, il prend ça, mais il enseigne toujours Fayol et Maillot. On continue à former l'élite de demain comme on l'a formé en 1920. Ce qui me choque et ce qui m'effraie, c'est de voir que j'ai plein de copains de mon âge qui ont plein de petits-enfants qui foutent le camp à l'étranger. Parce que la France est le dernier pays soviétique au monde, et notre enseignement est resté soviétique, resté figé. C'est une catastrophe. Alors il y a un autre phénomène qui est très important. Napoléon. C'est Napoléon qui a créé Polytechnique pour faire des ponts et des tunnels. Mais aucun de ses généraux, aucun de ses maréchaux sortait de Polytechnique. Les gens qu'on sort de nos écoles d'ingénieurs, on ne leur apprend pas à gérer des hommes. On leur apprend à faire des voitures. Alors c'est tout prévoir, zéro risque, ce qui est normal. Quand on conçoit un avion, il vaut mieux tout prévoir, chercher le zéro risque. Ça ne marche pas avec les hommes. Et ces gens-là qu'on a formés pour faire des objets, comme Napoléon pour faire des ponts et des tunnels, on leur demande de gérer des hommes. C'est une catastrophe. Il n'y a pas d'école de managers qui manager. Hein. Ça vient de l'italien manipuler. Manipolare, quand c'est un objet. Maneggiare, quand c'est des individus. C'est ménager en manipulant, comme dans le couple. Hein. On va y venir. Il n'y a pas d'école de ça, c'est une catastrophe. Mais justement, ce que vous, en parallèle de vos premiers jobs, vous suivez pendant 10 ans des cours au CNAM de gestion d'entreprise. Je suis un esprit curieux, alors j'ai jamais rien fait de cohérent. Oui. Je ne comprenais pas que le cuivre, parce que j'ai fait toute ma carrière dans la fonderie du cuivre, aux AH du cuivre, que le cuivre qu'on achète en France est coté en dollars quand c'est à New York ou à Londres, et le zinc, je vois pas l'intérêt, j'achète du cuivre en France, que je revends en France, pourquoi je passe par le cours de la livre ou du dollar ? Donc j'ai suivi les cours de marché financier, j'ai rien compris d'ailleurs, enfin, j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Bon bref, donc chaque fois que je tombais sur un truc, j'y allais par curiosité. J'aime bien apprendre et je continue, mais j'ai continué même étant patron, hein, j'allais à l'APM. Mais ce que je voulais vous dire, c'était que dans ces cours au CNAM de gestion d'entreprise, vous n'avez suivi aucun cours sur le management. Et finalement, ça a été une de vos forces. Alors, ce qu'on a vu avec Isaac, c'est que le leader libérateur, alors c'est assez compliqué, c'est quelqu'un qui fait sa carrière dans la même entreprise. On ne change pas tous les 5 ans. Une entreprise, c'est quelque chose de vivant comme un couple. Un couple, vous êtes jeune marié, je crois, oui. Vous verrez qu'il faut 2-3 ans pour trouver les bonnes positions, puis après on ne change plus. D'accord ? Une entreprise, c'est pareil. Quand on a mis le système en place en 1 an, Favi, on n'a plus rien touché. Si j'avais été parti au bout de 5 ans, à tous les coups, mon successeur aurait touché quelque chose. Vous voyez ? Donc ça, deuxièmement, il n'a pas fait d'études de management, on n'a pas de modèle. Donc on innove, on invente. Hein, la seule formation que j'avais fait un cours du CNAM, organisation scientifique du travail. On apprenait Fayol et Maillot, 1960. On apprenait Taylor, etc. Mais le professeur, qui était quelqu'un qui travaillait, c'est la force du CNAM. Les professeurs sont des gens qui travaillent. C'est pas des gens qui ont appris de gens qui n'ont eux-mêmes jamais fait, quoi. D'accord ? Ils terminaient tous ces cours par jeunes gens. N'oubliez jamais que derrière les machines, il y a des hommes. Et que les machines sont à disposition des hommes et pas le contraire. Ça m'a frappé, ce truc-là.
Alors l'autre chose aussi, c'est qu'ils ont peu d'ego. Tous les leaders libérateurs, mon patron aimait les grosses bagnoles. Il me file une Audi A8, je la fous sur le parking, en disant quand on fait plus de 500 km, même les ouvriers, prenez-la, puis quand vous avez un main, ils pouvaient rouler à 250 à l'heure. Bon. Qui votre patron? Alors ça aussi, c'est une de mes chances énormes. C'est une méchance énorme. Le leader libérateur doit être libre. Il faut qu'il soit libre. Parce que c'est un farfelu. Et il faut laisser le farfelu libre. Et moi, j'ai eu la chance extraordinaire, en sortant du service militaire à 22 ans, je cherche du boulot et je suis embauché par une boîte qui avait déjà 5000 salariés, qui était assez grosse, qui était jusqu'à 12 000, qui s'appelait La Plume. Créée par un certain Max Rousseau, un génie comme ça, les périodes d'après-guerre ont créé, qui partant de rien, crée ce groupe qui monte à 12 000 personnes et 40 sociétés. Et je suis embauché pour créer un laboratoire de métallurgie. Et au bout de 3 semaines qu'on travaillait, je vois arriver Jean Gabin, ce grand patron qui ressemblait à Jean Gabin. Donc Max Rousseau. Max Rousseau. Mais Jean Gabin, cette prestance, là, qui discrètement me serre la main comme un gars de 52 ans qui a 5000 salariés, serre la main à un gamin de 21 ans qu'on vient d'embaucher. Puis il me dit, ça va? Je lui dis, non, ça va pas. Il me regarde, il me détaille avec un sourire. Il me dit, tu baisses combien de fois par nuit? Moi, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais je dis, ça m'arrive. Il me dit, si tu baisses, c'est que ça va. Pour le reste, tu te calmes, tu viens me voir quand tu veux. Et c'est là que ma vie a basculé. Parce que 3 semaines après, je lui fais un rapport écrit. Absolument, il ne reconnaît pas. Il me dit, oui, t'es le mec qui baise et qui n'est pas content, assieds-toi. Je lui tends le rapport, il pousse. Il est ingénieur. Hein. Il me dit, je ne sais pas lire, mais il est ingénieur. Et il dit, raconte. Donc je raconte. Et après, il m'a appris. Quand tu écris, tu réfléchis. Quand tu réfléchis, il n'y a pas de signaux faibles. L'argent, le progrès est derrière les signaux faibles. Va parler avec les ouvriers. Et le seul fait, ma vie a basculé là. Il n'avait jamais vu un gamin qui dit non, ça va pas. Puis après, je vous explique. Vous lirez dans un bouquin, ça vous amuse, mais c'est extraordinaire. Puis je lui propose un truc. Il avait fait. Allez-y, racontez, on a le temps, parce que je voulais justement. C'est ce qui me manquait dans dans le dernier livre, parce qu'il est écrit lire le tome 4. Et donc, je me suis dit. Ah là là, je vais lui demander à Jean-François parce qu'il me manque cette pièce du puzzle. Alors, ce grand patron en question, je lui explique, si on travaille comme tout le monde, on fera comme tout le monde. Moi, j'ai trouvé une idée, mais elle vaut combien ton idée? Alors, je ne sais plus, on va dire que c'est 50 millions, hein, je ne sais plus, parce que c'est en francs. Hein. Il me dit, tu réalises que le capital de l'entreprise est de 40 millions. Je dis, oui, mais si on fait comme tout le monde, ça ne servira à rien. Je dis, mais si je réussis mon coup, on tue toute l'Europe, on est les champions. Il me dit, pourquoi tu dis si tu réussis ton coup? Je dis, parce que tout le monde dit que c'est pas possible, même le stand technique, mais moi je pense que j'ai trouvé la combine. Il me dit, essaye avec un constructeur. Je dis non, parce que si j'essaye avec le constructeur, il va le trouver, il va le savoir. Et puis j'explique. Puis il me dit, arrête, tu me saoules. Puis il me détaille très longuement. Hein. Puis il me dit, t'as une bonne gueule, vas-y. Voilà. C'est un patron, il a risqué plus que le capital d'entreprise sur un gamin qui venait d'embaucher. Bon, j'ai réussi mon coup, hein, parce que mais pour vous dire, alors toute ma vie, quand j'ai pu expliquer ce que Kawakita Oshiba, il me dit attends, c'est des conneries ton truc. Maintenant, tu es sur le terrain, si tu y crois, fais-le. Toute ma vie, j'ai été libre et il me disait jamais ni oui ni non. Il me donnait son avis. Il me disait ça, c'est pas idiot. Là, par contre, c'est une connerie. Bon. Et puis, comme à chaque fois, on se développait, etc. Mais vous en faisiez qu'à votre tête. Parce que je pouvais. Non, mais le grand drame de l'entreprise, c'est que vous avez dans des tas d'entreprises des jeunes, mais j'ai plein d'exemples, moi, qui essaient de faire bouger les lignes. Mais ça dérange tout le monde. Parce que ça c'est quoi ces lignes-là? C'est de considérer que l'homme le plus important, c'est celui qui crée la valeur ajoutée financière. Alors, on va éliminer cette histoire d'argent, parce que nous, les judéo-chrétiens, on a un problème avec l'argent. L'argent, c'est pour les juifs. L'argent n'a jamais été le but de l'entreprise. Hein? L'argent, c'est le moyen majeur de la pérennité de l'entreprise. Le but de l'entreprise, comme tout ce qui est vivant, c'est durer, comme vous, comme un arbre, comme moi. Pour durer, on a 2 moyens. La nourriture. On peut manger cachère, halal, etc. Ou pas du tout le vendredi saint. Hein? Et il y a un comburant, l'oxygène. Et là, il n'y a pas de religion, on ne respire pas le samedi matin. L'oxygène de l'entreprise, c'est l'argent. D'accord? Et nous, c'est très simple. Notre rêve partagé, parce que ça aussi, on n'apprend pas ça à l'école. Toute collectivité a un rêve partagé. Il faut un rêve partagé. Hein. Alors inconsciemment, mon père était catholique, j'allais à la messe, mais j'ai jamais accroché au truc. Mais c'est ma culture quand même. Hein. Mais toutes les religions, il y a un rêve. La résurrection et la vie éternelle. C'est fabuleux comme rêve. Nous, c'est rester dans le village. Nous, on veut rester dans le village. Quand on voit une pièce mauvaise, on ne sait pas qui a fait la pièce, on ne peut pas le savoir, puisque c'est de ma faute. Puisque M. Ford a dit qu'il n'y a qu'un ouvrier sur 1000. On dit, merde, si on bosse comme ça, on peut rester dans le village. Donc on vient à notre rêve. Pour rester dans le village, il nous faut l'argent du client. Et pour qu'on ait l'argent du client, il faut que le client nous aime.
Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui augmente ses prix de vente. Et depuis 83, on n'a pas augmenté nos prix de vente, alors que l'inflation était due uniquement à cause de l'amour du client, uniquement parce qu'on veut rester dans le village. C'est aussi simple que ça. On n'a jamais dit qu'il faut faire 25% de cash flow. C'est venu comme ça. Je précise pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est resté dans le village à un moment où les délocalisations dans les pays de l'Est sont en plein boom, que voilà, toutes les industries automobiles ouvrent des usines là-bas, et on le voit très bien dans le reportage que vous m'aviez partagé sur RFR 3. Donc voilà, donc c'est vraiment resté en Picardie en l'occurrence. Oui, mais regardez aussi jusqu'où ça va mener ce truc-là. Nous, à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, en 80, c'était la Tunisie. Et donc, on a dit, il faut que le client nous aime plus qu'eux. Et puis, on s'est dit, pour lutter contre les Tunisiens, on va mettre nos mains et nos machines en équipe. Et en bon Picard pragmatique, on s'est dit, mais c'est pas avec nos mains qu'on peut lutter avec la Tunisie. Leurs mains sont moins chères. Et on a mis nos cerveaux en équipe en disant, mais ça, on a été les premiers en 83 à mettre les bureaux d'études en 3-8. Ce qui nous a fait développer dans l'automobile, on faisait pas une pièce automobile en 83. On était jusqu'à 60% parce qu'on répondait 3 fois plus vite que n'importe qui. Et par jeu, on trouvait toujours une combine pour proposer une baisse de prix par rapport au objectif. On est passé de rien du tout à 60% en 10 ans. Parce qu'on a mis... Vous voyez, c'est pragmatique. On n'avait que 2 services à la fin. Alors, c'est vrai que ça choque les gens. Attends, une entreprise qui fournit Tesla, les hôpitaux, l'alimentaire et 60% du marché automobile, il y a une putain de structure. Non, il n'y a que des ouvriers. Alors ça, c'est... mais qui font tout, j'y reviendrai. Il y a que l'idée majeure qu'on a eue, c'est quoi? Mais je vous raconterai peut-être, vous l'avez lu dans le livre, vous avez bien vu que j'ai jamais rien fait. Jamais je me suis dit le matin à 8h, aujourd'hui je vais supprimer ça. Ce sont les circonstances. La seule intelligence que j'ai eue, c'est que j'ai laissé des chances au hasard pour qu'il y ait des circonstances. Hein, la seule intelligence que j'ai eue, un peu laisser par paresse. Des chances au hasard pour qu'il y ait les circonstances. Oui, mais ça, là c'est Shiba, j'ai appris ça. Vous savez, j'ai eu plein de maîtres à penser, Shiba, Jean-Christian Fauvé, Kawakita, etc. Mais en fait, la formation ne vous change pas. La formation, on vous apprend ce que vous êtes bon, ce que vous êtes mauvais. Moi, j'étais paresseux. Et quand Shiba m'a dit un problème, il ne faut jamais le gérer. Ça m'allait bien, il faut le supprimer. Hein, ça m'allait bien. Hein, et c'est Shiba qui apprend à laisser des chances au hasard. Moi, je laisse les réunions, ça me barbait les réunions. Donc, j'ai supprimé les réunions cadres, réunions. On va y venir à tout ce que vous avez fait. Mais avant ça, quand même, si on revient sur l'histoire de Max Rousseau, qui se prend d'amitié avec vous, vous laisse, etc., un petit peu la carte blanche, à un moment, quand même, 1970, l'entreprise PEM dans laquelle vous êtes, PUM, rachète Favi, qui est à vendre, et là, il vous met à la tête de l'usine. Non, c'est pas en 70. En 83, pardon, exact. En 70, on achète Favi. Et en 83, oui. Et moi, en métallurgiste, je vais à Favi 1 ou 2 fois par mois. Et là, je sympathise avec d'autres cadres qui avaient mon âge, qui, quand j'ai eu le pouvoir, quand je l'ai pas pris, quand on m'a donné, étaient à des postes clés. On se tutoyait à tes copains. Et puis, comme ils passaient leur temps en réunion, et que moi, ça me barbait, quand j'y allais, je discutais avec les ouvriers. Ce qui fait qu'en 83, quand Max m'a donné la direction générale de Favi, je connaissais tous les ouvriers. Je connaissais le nom de leur enfant. Je connaissais leur machine par cœur, parce que je suis un manuel. Moi, je me suis construit 2 avions. Il faut être un manuel pour construire un avion, quand même. Hein. Donc, j'étais déjà sur un terrain que je connaissais parfaitement. Et surtout, j'avais le directeur qui était avant, qui était un ingénieur, il faisait ce qu'on lui avait appris. Il avait une grande vitre. Il sortait jamais de son bureau, il faisait toute sa vie, il téléphonait, etc. Et il passait son temps en réunion, hein, parce qu'on lui avait appris ça, d'accord? Alors, mais ça aussi, j'avais essayé de discuter un peu avec lui, parce que ça, c'est Marc qui m'avait appris ça. Il m'avait dit, je me fous des tableaux de bord. Il disait à tous ses directeurs, puis je l'avais entendu souvent, parce qu'il s'avère qu'en plus, je parle italien, il a des associés italiens, souvent je servais de traducteur. Ça, oui, mais c'est tout un tas de choses bizarres, quoi, bref. Et il disait, il n'y a qu'un indicateur, c'est le cash flow. Faites un compte d'exploitation exact, hein, au centime près, pas avant le 15 du mois, parce qu'il vaut mieux avoir les comptes juste le 20 que faut le 5, parce que là aussi, on est dans le grotesque. Vous avez des groupes qui sortent les comptes consolidés le 5, ils sont faux, leur truc. C'est des jeux, tout ça. Ce sont des jeux de rôle. Alors, le jeu de rôle, j'ai appris ça m'est venu un jour, j'ai une compétition. Si vous voulez. Mais oui, on va revenir juste parce que sur ce moment, quand même, en 83, où vous prenez, la tête de Favi, racontez-nous juste ce moment, parce que je le trouve exceptionnel, dont vous parlez dans le livre, où quand même vous montez dans l'hélicoptère. Ah oui, mais ça, c'est Max. Non, mais c'est un truc de fou. Si vous voulez, alors, racontez-le. Alors, très brièvement, Max m'avait la bonne, parce qu'en plus, depuis l'âge de 17 ans, je l'ai du parachutisme. Ce qui fait, quand je suis rentré à la pub, j'avais déjà un paquet de sauts. Et de temps en temps, j'amenais le ballon
au match de foot du Stade de Reims, qui valait le PSG de maintenant, le Stade de Reims dans les années 60. Il était très fier, c'est un gars à moi, ça, bon bref. Et lui, comme il lisait rien, il s'était acheté très vite un hélicoptère pour voir ses usines, parce qu'il en avait 40. Et alors, quand il est arrivé dans une usine, il arrivait vers 11h, et il discutait jusqu'à 12h30 avec les ouvriers. Et seulement à ce moment-là, il montait dans les bureaux, et il disait au patron, on va manger où et avec qui. Et quand j'étais patron, j'amenais des ouvriers parfois. Et tout se décidait à table. Ça durait jusqu'à 4h de l'après-midi, quoi. Et donc, Max Rousseau, donc j'allais à Favy régulièrement, et le directeur, qui est un copain, qui avait 5 ans de plus que moi, me dit, je vais monter ma boîte. Et Max ne m'en parle pas. Et mars 83, il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un spécial, monsieur. Il dit, viens me voir. Je vais le voir. Il me balance une pièce de $20 en or. Il me dit, je ne suis pas superstitieux, mais ça peut te porter bonheur. Je prends la pièce de $20, puis je réfléchis, j'essaie de comprendre, puis il se lève, il me dit, suis-moi. Je dis, on va où? Il me dit, tu verras bien. On descend, il y a l'hélicoptère, on monte dans l'hélicoptère décolle, je vois qu'on va à Favy, et souvent la secrétaire m'appelait quand il est à Favy en disant « Monsieur Rousseau va à Favy, si vous voulez profiter ». Qui plus est le pilote, c'est un copain qui nous larguait dans mon petit club le week-end. Donc je pars tranquille, on va à Favy, quoi. Et contrairement à l'habitude, quand on va à Favy rentrer dans l'usine, là il attend. Le directeur descend, oui, la scène, il y a le pilote qui reste à sa place, Max, moi, le directeur, Dominique, et il dit à Dominique « Réunis l'usine ». Et quand tout le monde a été réuni, il dit voilà, Dominique a fait du bon travail, il fait un petit discours pour le remercier, il se retourne vers moi, puis il me dit son successeur, c'est lui. Et il monte dans l'hélicoptère, puis il me laisse là. Voilà. Pendant 3 semaines, pas de son, pas d'image, donc il me prêtait une voiture pour rentrer le week-end, parce que j'habite à 300 km de là, moi. Et puis au bout de 3 semaines, il m'appelle, il me dit, ils t'ont pas bouffé? Ben, je dis non. Il me dit, reste. Consigne, tu me fais du fric, tu vas pas en prison. Alors ça aussi, il apprenait à tous ses directeurs, parce que j'entendais tout ça quand il en parlait. Il disait, payez beaucoup d'impôts, payez plus d'impôts qu'on vous en demande, gardez votre énergie pour le futur. Si vous n'êtes pas tranquille avec votre passé, vous marchez les fesses serrées. Et les fesses serrées, on ne peut pas courir. D'accord non, mais c'est ce Max. Hein. Et alors, il incitait les gens en disant, vous verrez, les lois sont bizarres. Donnez toujours raison à l'État, arrondissez au-dessus. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Toute ma vie, parfois, j'ai fait des faux documents. Comme on paye plus d'impôts... Non, mais c'est pas une question d'éthique, chez moi, c'est du bon sens. Il y a des choses, quand je suis pas d'accord, je fais pas. Les entretiens d'évaluation, j'ai toujours trouvé ça, que c'était impensable. Je vois pas de quel droit un être humain juge un autre être humain. Surtout que souvent, c'est des gamins ou des gamines qui sont bac plus 6 qui vont juger un mec qui a 40 ans de métier. Donc, comme je payais beaucoup d'impôts, tous les 4 ans, je voyais bien que les contrôleurs regardaient en disant, ils sont fous, ceux-là, quoi. Mais je faisais des faux documents. C'est des faux comptes. Tu vois, il m'arrivait souvent de faire des faux documents officiels, parce que c'était pas contraire à mon éthique. Je parle pas d'éthique, mais c'était contraire au bon sens. Parce que je payais beaucoup d'impôts. Ok. Et alors, donc, il vous laisse. Enfin, il me laisse là. Il vous laisse. Au bout de 3 semaines. Ça se passe bien. Au bout de 3 semaines, donc il m'appelle, donc tu restes. Donc j'envoie les cas, je connaissais déjà Jean-Christian Fauvé. J'envoie les cadres en formation Fauvé. Il y avait un jeune, Lippmann, qui commençait à avoir compris les outils japonais. Moi, je les avais compris avant parce que le déclic, pour moi, ça a été 1968. Je sais que la date, parce que c'est la naissance de ma fille. Je découvre que le Japon est 2e puissance mondiale. Et là, je m'interroge, comment un pays qui a pris 600 000 tonnes de bombes sur la tête, dont 2 bombes atomiques, qui n'a aucune matière première, peut être 2e derrière les États-Unis. Et par le syndicat des fondeurs, très vite, j'organise un voyage au Japon. Et là, je comprends plein de choses. Les outils qui ne parlent jamais d'argent, parce que l'argent, c'est une abstraction. Baisser les coûts de 5%, c'est toujours un nombre de pièces en plus. Si l'ouvrier est convaincu qu'il faut faire 10 pièces en plus, il a besoin de personne. Les 10 pièces, elles sont dans la benne, elles ne sont pas dans la benne. J'apprends plein de choses. Notamment cette méthode Kaizen. Alors, le Kaizen, c'est la méthode, mais aussi, c'est rien que le mot Kaizen qui m'a frappé. J'avais un copain qui faisait du judo, qui s'était fait une petite culture. Et je dis, c'est quoi Kaizen? Il me dit, Kai, c'est le progrès, la performance. Zen, c'est le bonheur, le bien-être. À l'école, on apprenait le progrès par le contrôle et la contrainte, quoi. Là, mais rien que ça, c'est un choc intellectuel, quoi. La performance pour le bonheur. Et c'est vrai que très vite, on a découvert, d'ailleurs, je suis très fier de ça, on a découvert que c'est l'ouvrier heureux qui fait le client heureux. Et c'est le client heureux qui fait tout ça, c'est une question de bonheur, qui fait l'actionnaire heureuse dans ce truc-là. Alors, j'en ai ce que je disais précédemment. Pour moi, le centre de l'entreprise, c'est l'ouvrier. Il n'y a que lui qui crée la valeur. C'est l'ouvrier qui prend un lingot, qui fait une pièce, qui crée une valeur. Et l'ouvrier, les ouvriers, c'est un sens générique. C'est tous ceux qui créent la valeur ajoutée financière. Puis après, il y a des gens comme le gendarme et l'instituteur qui sont indispensables, mais qui créent une valeur non matérielle. Donc, ils sont employés par l'ouvrier
puisque c'est lui qui les nourrit. Puisque s'il y a que l'ouvrier qui crée la valeur financière, le patron est payé par l'ouvrier. Vous imaginez une usine avec des patrons, vous? Une usine avec des commerciaux. Donc tout le reste de l'usine est payé par l'ouvrier, hein, puisqu'il n'y a que lui qui crée la valeur. Il ne peut pas tout faire, le brave ouvrier. Tout est basé sur ça pour moi. Et du coup, une des premières choses que vous faites, c'est en tout cas enfin, je sais pas comment le dire et vous me corrigerez, mais en tout cas d'enlever des certaines couches qu'il y avait de toutes les couches. Oui, voilà. On a fini, pour faire court, on y revient peut-être, on a créé, mais au cours en un an, ça se fait tout ça, des groupes d'ouvriers qu'on appelle mini-usines. Alors c'est pris dans le monde entier. J'ai vu à Timisoara, Mini Factory, tout le monde entier a pris ça. La mini-usine, chez nous, c'était 30 à 50 ouvriers, mais dans des gros... Les émules, c'est tous les gens qui nous ont copiés avec notre accord, qui nous ont visités. Hein. Mutsanuther, il avait 5000 salariés, c'était 100, 550 à 200 salariés. Donc la mini-usine, des ouvriers, coopte un des leurs qui est leader. Le leader est la seule structure de commandement de toute l'usine. Il n'y a pas de contremaître, il n'y a pas de chef d'équipe, il n'y a pas de service, donc il n'y a pas de chef de service, il n'y a pas de directeur technique, il n'y a pas de chef de fabrication, il y a un DG qui est un montreur d'étoiles, un visionnaire, le leader, les ouvriers. Il n'y a que ça. On fournissait comme Tesla, l'automobile, les hôpitaux. On n'est pas d'humanité. Non, mais parce qu'on pourrait se dire, bon, le gars, il était à la base, quoi. Non, hein. Non, c'est 600 salariés. Dans la usine, il y a un leader, un agent qualité, un agent maintenance et un commercial d'un autre type. Hein. Alors, j'y reviendrai aussi. La force de Favi, c'est que très vite, on a supprimé les primes. Les primes, c'est un os qu'on a un chien. Et puis les objectifs. On a appris aux gens, on n'a qu'un seul objectif. Chaque jour, alors déjà, les budgets, les business plans, on ne sait même pas le temps qu'il va faire demain avec 10 satellites. C'est n'importe quoi, ça. Donc, chaque jour, faire plus et mieux. Pour mon client, dans mon village, pour mes enfants. Voilà, c'est le seul objectif. Tous les matins, je dois me dire, si je suis fondeur, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour l'usinage, etc. D'accord ? Voilà. Il n'y a qu'une prime. Qu'une prime. Il n'y en a pas d'autre. Avec ça, les ouvriers disent 18 mois de salaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a créé une prime sur le cash flow, et moi, DG, j'avais la même prime que la femme de ménage, c'est la part de gâteau en plus. Alors surtout pas d'objectif. Donc les commerciaux chez nous prospectent, font les gammes, sont chefs de projet, achètent, ils font tout. Et ils ont leur bureau au milieu des machines. Et ils sont responsables. Dès qu'ils voient le client, ils peuvent imaginer le process. Et c'est eux qui sont responsables de fabrication, d'accord ? Et c'est ce binôme qui décide de tout. D'accord ? De tout. Des augmentations de salaire, librement. Les augmentations de salaire, en fin d'année, ils me donnaient la moyenne de ce qu'ils voulaient faire. Mais je n'ai pas le détail. Hein ? Les investissements, tout se faisait par les ouvriers. Alors, quand je fais mes conférences, mais ça stupéfait les gens en disant, attends, ces gens-là, et la stratégie, je n'ai pas de stratégie. Qu'est-ce que vous voulez faire une stratégie quand la météo, avec 10 satellites, 550 stations au sol qui mesurent des choses précises, garantit rien. C'est des trucs qui ont été inventés pour les 30 glorieuses par les gens, les parasitos, qui veulent dire un peu la structure, qui servent à rien. Si encore ils servent à rien, mais ils empêchent les ouvriers de travailler, ces gens-là. Mais ce que vous dites, c'est que vous vivez des présents successifs. Pardon ? Il faut vivre dans des présents successifs. Mais attendez, regardez ce qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait un texte qui a été repris un peu partout, sur toutes les chaînes. J'ai vu ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Exactement, l'entreprise libérée. On décide, en fonction du nombre de morts de ce jour, ce qu'on fera demain. En ce moment, on dit telle ville, là on l'aide, là on referme, etc. Parce que quand on est vraiment dans l'urgence, on fait de l'entreprise libérée. On arrête les bâtiments. On dit pas aujourd'hui, mais enfin, le business plan prévoyait qu'on allait agrandir de Rouen. Non. On écoute ceux qui savent. Ça, c'est Kawakita. Celui qui fait, qui sait. C'est celui qui fait, qui sait. On a oublié ça. Nous, on part du principe que c'est celui qui a appris de gens qui eux-mêmes n'avaient jamais fait, qui sait. Non, mais c'est n'importe quoi, ce truc. Encore, je reviens à Napoléon, encore une fois. Polytechnique, il les mettait pour faire des ponts de tunnels. Il n'y a aucun maréchal. Pour moi, les gens qui manipulent au sens noble, hein, au sens noble. Les gens, les hommes, les femmes, c'est des généraux. Hein, et on prend pas le bloc. Alors, ils se vexent, les gamins, souvent, pendant presque 10 ans, je faisais des conférences aux dernières années, les grandes écoles centrales. Et je leur disais, on va vous donner un jour des hommes à gérer. Vous savez pas le faire. Vous savez faire des avions. Ayez l'humilité de regarder du côté de Jean-Christian Fauvet, de Kawakita. Mais ils prennent ça très mal, ces petits cons-là. Ah, j'ai fait un bac+6, moi, il sait. Et non, ils gèrent les hommes comme des machines, tout prévoir, zéro risque, voilà. Tout prévoir, zéro risque, c'est pas la vie, rien n'est prévisible. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Hein ? Et la vie, c'est le risque, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Très juste. Et donc,
donc là, vous avez cité plein de choses que vous avez mis en place, la suppression des primes, tout ça en un an. Ouais, tout ça en Parce un que an. je sortais. Parce que je sortais, que j'ai découvert qu'il y a une prime de chaleur en fonderie. Et quand on est un peu marié, c'est du bon sens. Je dis, c'est pas parce qu'on donne de l'argent à des gens qui fait moins chaud. Et c'est là qu'on a fait une assemblée. Mais dans la foulée, j'ai réuni tout le monde. Et c'est là qu'on a décidé de prendre ce que chacun avait depuis 2 ans, qu'on a mis en salaire. Et c'est là que c'est moi qui ai poussé ça. Il faudrait quand même qu'on ait une prime sur le résultat. Et je vais expliquer ce qu'était le cash flow. Le cash flow, c'est la ligne GW de l'alias fiscal. Et l'alias fiscal est certifié par le commissaire aux comptes. C'est le seul document où on ne peut pas magouiller. C'est le seul qui on peut magouiller. Et je leur ai expliqué que c'était la respiration de l'entreprise. Ce n'était pas le but. Que c'est par ce cash flow qu'on resterait dans notre village pour nos enfants. Et c'est sur cette prime-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à chaque fois que j'ai fait quelque chose comme ça de farfelu, il s'est passé des choses extraordinaires. Dès le lendemain, les cadences ont monté de 20 à 30%. Et je n'osais pas demander pourquoi. Et il n'y a qu'au bout de 15 jours, il y avait les dames qui prenaient le café, puis il y avait Madame Noël qui était pas loin de la retraite. Puis je dis, écoutez, mesdames, on ne comprend pas, vous avez jusqu'à 25% de primes. On met les primes dans le salaire instantanément, vous faites jusqu'à 30% de pièces en plus. Et Madame Noël dit, oui monsieur, il y a un geste qui est de la journée à passer. Ça ne peut pas s'inventer. Hein. Je fais répéter, j'ai écouté, madame, je ne comprends pas. Si monsieur, c'est moins fatigant de faire ça que de faire ça. Ben, il ne voulait pas faire avant. Elle m'a dit, enfin, réfléchissez, voyons. Elle m'amène sur une machine, elle me dit, voyez où sont les compteurs? Ils sont derrière les machines. Et nous, on n'avait pas le droit d'aller voir les compteurs. Il fallait qu'on compte dans notre tête pour ne pas dépasser le quota. Ces gens-là, depuis 40 ans, 8 heures par jour, 1, 2, 3. Puis elle me dit, c'est facile de dire comme ça, monsieur. Mais quand la benne est pleine, qu'il faut la changer, il fallait arrêter de compter, alors on notait sur un calepin. Puis je vais vous faire un aveu. Quand on oubliait de compter, on mettait la machine en panne. Ils avaient un geste physiologique de moins de fatigue qui était 30% plus élevé. Le confort est productif. Mais parce qu'il y avait le quota. Oui. Ils ne voulaient pas dépasser le quota pour qu'on le monte. Et c'est comme ça que le cash flow, qui végétait à 3-4% depuis 40 ans, est passé en 2 ans à 20-25% pendant 30 ans. Et c'est comme ça que les ouvriers ont eu 18 mois de salaire. Alors, si vous voulez, la pompe, c'est amorce. Mais encore une fois, retenez ça. Je ne me suis pas dit le matin, de toute façon, autre chose. Je refais un groupe de travail avec mes copains cadres. Parce qu'on se tutoyait. Ça, c'était bien aussi. Parce que de temps en temps, ils pouvaient me permettre de dire, attends, tu déconnes, là. Bon, bref. On n'aurait jamais pensé que les cadences monteraient de 20%. Jamais. Jamais. C'est pour ça, quand on fait un truc qui est bien, il y a des conséquences bien qui sont totalement inattendues. Mais c'est parce que j'ai laissé les chances au hasard. C'est parce que je sortais que j'ai vu qu'il y avait la prime de chaleur. Je ne l'aurais jamais vu, ce truc-là. Franchement, il faut être con pour faire une prime de chaleur. Et alors, ce sur quoi je voulais vous emmener, c'est ces rituels que vous avez mis en place dans l'entreprise qui sont l'image de ces 2 grands principes de management que vous avez dans votre charte, qui est l'amour du client et l'homme est bon. Voilà. Alors, j'ai lu sur le site, vous me direz si c'est quelque chose que vous avez en tête ou pas, 2 choses qui sont hyper intéressantes selon moi. La première, c'est que, j'ai lu que il y avait une personne qui sortait de sa retraite parce qu'il avait été chez Favi depuis 14 ans et qu'il écrivait un livre et qu'il remettait Roland, à chacune des nouveaux entrants de l'entreprise. Alors, autre chose là. Quand je disais que le libérateur d'Isaac n'a pas d'ego, mais chez moi, c'est venu spontanément. Roland, il a commencé à travailler à 14 ans, en 1947. Et alors qu'un jour, il y a un préfet, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans la qualité après, j'étais au conseil d'administration de la fac, de l'AFNOR, etc., parce que mes copains fondeurs avaient reconnu que j'avais une petite avance. Quoi. Et donc un jour, il y a un préfet qui me propose le mérite national. Mais instantanément, vous voyez, c'est plus comme ça, mais c'est sans réfléchir. J'écoutais, j'ai un collaborateur qui commence à 14 ans, qui part en retraite dans 3 mois, on serait tellement fier que... Et Roland, donc, non seulement il a vécu toute sa vie dans l'entreprise, il a commencé à 14 ans, mais il avait une belle plume. Et Roland, avant de partir en retraite, je lui avais suggéré, Roland écrivait quelques pages d'une vie et sa vie, un bouquin il nous avait fait un discours, Roland, pour son départ en retraite, et quand on lui a remis le mérite national, en plus, Max Rousseau était grand schtroumpf dans l'ordre, donc c'est lui qui lui a remis avec le préfet. Il nous a fait un discours, on pleurait tous. Quand vous avez tout un parking avec 400 personnes qui pleurent, putain, Et Roland, donc, quand on fait... Parce que chaque année, on cherche beaucoup le lien. On croit beaucoup au lien, nous. Hein. Donc, chaque année, il y a la porte ouverte pour les familles et les amis. Et donc, là, c'est les enfants qui viennent voir comment leur papa travaille, qui font fait marcher les machines à blanc. Et Roland a écrit ce livre magnifique qu'il offre et qu'il dédicace, quoi. C'est beau. Et la deuxième chose que j'ai lue, que j'ai trouvé incroyable, qui était à l'issue de la période initiatique d'un nouveau collaborateur chez Favi, le collaborateur se doit d'écrire une lettre
où oui, il oui. explique pourquoi il veut entrer dans la famille et ce qu'il compte apporter. Ce système-là, très libéral, où chacun décide de tout, totalement autonome. Les ouvriers décident du matin quelle machine. Mais ils sont d'une... Enfin, quand on fout la paix à la collectivité d'une intelligence qui est colossale. Vous savez qu'il y a des 3 vite. C'est le syndicat des fondeurs qui nous a dit, mais vous êtes à la moitié des actions du travail et de l'absentéisme. Pourquoi? Je ne savais pas. Il s'avère que moi, j'ai fait les 3 vite. Parce que, comme passionné de parachutisme très jeune, que ça vous cherche, je triais les bouteilles, on était à Reims, dans les verreries, d'accord? Et j'ai remarqué, quand on changeait d'équipe, alors je faisais ça à Pâques, en juin, pour me payer les vaisseaux, quoi. Mon père était déjà commandant, parce qu'il a fait sa armée, mais il est militaire, hein, il paye. Bon. Et j'ai remarqué, quand on fait les 3-8, il y a 48 heures, on est dans le cake. C'est là qu'on a les accidents. Et nous, on a remarqué que chez nous, les gens de nuit étaient toujours les mêmes. Ils étaient volontaires, parce qu'ils retapent un bateau. D'accord? Et à la journée, les chasseurs se débrouillent avec un copain pour d'être l'après-midi. Il y a des moments qui peuvent être le matin. Personne ne dit à quelqu'un, je ne vois pas de quel droit, quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, tu fais ça sur telle machine. Donc nous, les gens, les horaires choisissent leurs propres horaires, mais en fonction de leurs copains. Il y a toujours une maman que ça intéresse d'être l'après-midi, l'autre du matin, etc. Bon. Et c'est en partie pour ça qu'on n'a pas d'accident du travail. Hein. Donc les ouvriers décident de ça, décident sur quelle machine ils travaillent. Un ouvrier qui ne s'entend pas avec un autre, il change d'équipe, ou il change de mini-usine. Vous vous rendez pas compte, mettre côte à côte 2 compagnons, dont l'un l'a fait cocu il y a 6 mois, ou 6 ans, ou il y a 10 ans, puis qu'il n'a pas oublié. Vous savez, je le fais parfois, ça. Honnêtement, je sais qu'en France, j'ai fait 500 conférences, depuis 90, parce que qu'est-ce qui intéressait les patrons? C'est pas qu'on ait les grands prix qualité, on a joué tous les grands prix qualité. Bon, c'est pas qu'on livrait jamais en retard, c'est les 20-25% de cash flow. Pour les patrons, faire 20-25% de cash flow dans l'automobile, quand vous faites 10, vous allumez les chandelles, quoi. C'est quelque chose de colossal, quoi. Hein. Et donc, mais les patrons m'ont demandé de faire des conférences. Donc j'en ai fait 500 en France, à peu près autant dans le monde, des conférences. Hein. Alors ça aussi, je l'ai remarqué. Et revenez à la lettre. Le fait de... Alors la lettre, c'est quoi? Ce système n'est pas fait pour tout le monde. Quand on embauche quelqu'un, on lui met 2 parrains. C'est des volontaires ou 2 marraines, que sont ouvriers, ingénieurs, etc. Il y a 2 fois 3 mois d'intérim, ce qui est légal. Puis un contrat d'1 an. Mais c'est les parrains qui décident sur renouvelle. Puis après, il y a un contrat d'1 an, hein, ferme. Hein, parce que il est déjà arrivé, je pense notamment à Christine. Alors là, après, c'est moi qui interviens. C'est 2 mois avant la fin du contrat d'1 an. C'est les parrains qui me disent on le garde pas. Et quand on le garde pas, mais c'est dur. Enfin, c'est dur. Christine, je me rappelle encore de son prénom. C'était une jeune femme qui est bac plus 3 ou 4 au commercial. Et quand je vois les commerciaux, tous les commerciaux me disent « Ouais, elle est bien, Christine. Ouais, mais pas de problème quand il faut, elle reste jusqu'à 3 heures du matin quand on fait des expos. Mais, je vois Christine, je dis « Christine, vous êtes une jeune femme remarquable. On va vous recaser, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas fait pour Favie. On fait les peurs en larmes. » Je dis « Non, Christine, ça nous nave. Vous êtes une femme remarquable, mais on ne vous sent pas apte à vous assumer vous-même. Vous avez besoin d'être commandé, par exemple. Hein. Elle ne nous a pas voulu, une invitation mariage, etc. Mais ça va jusque-là, ce truc. Et alors, quand on regarde les gens, j'ai appris ça des Américains. C'est quand même toute une histoire. Ça, je rencontre dans un congrès et je sympathise avec un Anglais qui était directeur général d'entreprise aux États-Unis. Et il me dit, je suis embêté, j'aurais bien pris la nationalité américaine, mais il faut que je prouve aux Américains que j'apporte quelque chose qu'ils n'ont pas. Et il s'avère que j'avais un alliage, j'avais fait brevetin, mais qui ne donnait pas grand-chose. Je dis, t'as qu'à dire que c'est toi qui prends ça. Et qu'il a prouvé aux Américains qu'il apportait quelque chose, donc il a eu une nationalité américaine. Et donc, quand quelqu'un a passé tout le cursus, c'est qu'on va le garder, je le reçois, je le félicite, et je lui dis, voilà, maintenant vous allez me faire une lettre pour m'expliquer pourquoi vous voulez rester à Favie, est-ce que vous allez apporter à Favie. Autant les ouvriers vous font des lettres merveilleuses, autant les ingénieurs, ils ont un mal de chien à faire la putain de lettre. C'est parce que c'est pas un droit à rentrer à Favie. Mais ça, je m'en fous, à la limite, la lettre, je pourrais même ne pas la lire. Je veux qu'il se fasse la démarche intellectuelle. Bah oui, mais plus qu'intellectuelle, elle est vachement introspective, en fait, de se poser la question. Ça fait partie du tout, c'est une famille. Vous savez, le gars qui démissionne, on lui paye son préavis, il part dans l'heure. Il fait plus partie de la... On lui paye tout, hein, comme s'il faisait son préavis. Il fait plus partie de la famille. Je crois qu'il y a aussi cet aspect-là. Je crois qu'une entreprise, c'est une entité... Vous avez vu notre organigramme, comment il est, nous? C'est pas le truc hiérarchique, je vais vous montrer ça sur la tablette, nous. On a mis les clients au milieu. L'organigramme classique, c'est un diagramme des égaux. C'est celui qui est en haut qui a la plus grosse, c'est celui qui est en bas qui a une toute petite. D'accord? Il n'y a même pas le client là-dedans. Il n'y a pas le fournisseur. C'est une honte, ça. On représente l'organigramme comme une entité qui suffit à elle-même. Il y a pas... Nous, le client, il est dedans. Et nos liens, c'est Shiba.
C'est Jean-Christian Fauvé, c'est le Kaizen, c'est Ono qui a inventé le système Toyota. Piloter l'usine avec les yeux. Notre lien, il est culturel. Quand Jean-Christian Fauvé nous a appris la force du jeu de Go par rapport au jeu d'échecs, échec, c'est t'as tort, j'ai raison. Échec et maths. Le jeu de Go, c'est je gagnerai pas. Donc, je vais jouer avec toi. On donnait des cours de jeu de Go aux ouvriers. Oui, notre lien, il est là, il est culturel. On a envoyé des ouvriers, 30 ouvriers, tous les 2 ans au Japon. Parce que les outils japonais, c'est pas fait pour la culture, pour la structure. C'est fait pour l'ouvrier. Il faut c'est lui, le TPM, c'est pour lui, le 5S, tout ça. C'est pour lui, c'est pas pour la structure. Quality control, c'est maîtrisé par la qualité. Le problème des outils japonais, c'est qu'ils ont été traduits du japonais en anglais, de l'américain et de l'américain en français. Mais en américain, to control, c'est maîtrisé. C'est pas contrôlé. Contrôler, c'est tout check. Mais la France, seul pays soviétique au monde qui a 2 fois plus de fonctionnaires que les Allemands, elle a traduit ça. Quality control, c'est contrôle par la qualité. Alors on va faire des moyennes de TPM. Mais ça rime à rien. TPM, c'est un problème entre l'ouvrier et sa machine. Il n'y a pas moyen de faire il n'y a pas eu de faire des moyennes par atelier. Et c'est pour ça qu'on a passé les qualités, d'ailleurs. Dans ce système que vous avez créé, quel est le... Donc, il s'est auto-créé. Qui s'est auto-créé. On crée des circonstances. J'ai rien créé, moi. Quel est... Donc, il y a finalement presque plus de managers. Quel est, selon vous, le rôle idéal d'un manager? Ben, il n'y a que les leaders. Mais le leader est coopté. Alors, chez nous, c'est simple. Hein. Au moins, on est coopté. Alors, ça aussi, parfois, dans les questions, on dit comment il est coopté. Je ne me suis jamais posé la question. Ça se fait dans mes tours d'usine. Hein, dans mes tours d'usine, par exemple, Volkswagen, quand ça a grossi, je ne voulais pas qu'il y ait plus de 50. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quand c'est monté à 75, j'ai réuni tout le monde, puis je leur ai dit, écoutez, 75, ça fait gros, faites Volkswagen Wolfsburg, Volkswagen Kassel. Puis je dis, bon, vous rapportissez comme vous voulez, et puis l'autre groupe, nommez un leader. Et c'est dans mes tours d'usine qu'ils m'arrêtaient. Hein, bien, M. Zobrist, on a pensé que Bernard est d'accord. Alors, toujours pareil, les leaders, souvent, mais souvent, hein, au bout de 4-5 ans, dans mes tours d'usine, il m'arrêtait, M. Zobrist, je mène plus rien au système. Il y a un jeune, là, je crois qu'il est pas mal, mais c'est fou ce truc-là. Et moi, je donnais ma démission aux plus anciens tous les 5 ans, partant du principe que je peux être l'homme qu'il faut à un moment donné, et puis l'être à un autre moment donné de l'entreprise, parce que l'entreprise, ça évolue. Tous les 5 ans, je demandais aux plus anciens, vous avez 3 semaines pour me dire, vous restez ou vous partez. Et je ne veux pas savoir qui pense quoi, ni le pourcentage. Et comment ils vous délivrent la réponse? Ben dans mon tour d'usine, j'ai vu tout le monde, là-bas vous restez. Voilà. Ils m'ont jamais dit vous partez. Non, mais je crois qu'un patron, enfin n'importe quel responsable. Alors chez nous, il y avait que ça. On avait 2 services. Études et développement en 3-8, d'accord? Mais même pas de chef de service des études. Un chef de service, ça a 2 défauts. Le premier, c'est que ça bouffe 30% de l'énergie des 2 autres en réunion qui ne servent à rien, un objectif qui ne sert à rien pour justifier son salaire. Et deuxièmement, il répartit le travail. Chez nous, l'ouvrier et l'ingénieur, c'est les ouvriers, le leader et le commercial qui choisissent l'ingénieur avec lequel vous travaillez. Le gars qui fait des machines qui ne marchent pas, plus personne ne lui demande rien, et il démissionne. Ça m'est déjà arrivé de voir un jeune ingénieur des mines comme ça. Il a fait 2 machines qui étaient une catastrophe. Dans mes tours d'usine, M. Zobry, j'ai rien à faire. Ben, j'y vais vendre. Et puis il ne s'est pas vendu, il a démissionné. Hein. Donc il y a ça. Et alors, en administratif, on avait 10 personnes sur 650, qui n'avaient pas grand-chose à faire. Il n'y avait qu'une augmentation par an. Il n'y avait qu'une prime identique pour tout le monde. Les heures supplémentaires, c'est tellement compliqué que chacun savait qu'il fallait faire 39 heures en moyenne. Hein. Quand il prenait une semaine, c'était réglé par le terrain. Il repassait par 0 à un moment donné. Donc il n'y a pas ça à gérer. Ils avaient juste, il n'y a pas de tableau de bord, puisqu'on avait le compte d'exploitation qui génère le cash flow. Quand vous avez 20% de cash flow, c'est que vous avez 37. Quand vous avez 37, vous êtes en bonne santé. Vous êtes en bonne santé, vous ne savez pas pourquoi vous êtes en bonne santé. Alors que là, toutes les entreprises suivent le foie, les reins, etc. Ils n'ont pas le cash flow. Mais je le fais souvent, ça aussi. Alors, il y a 2 choses, tout à l'heure j'ai oublié, c'est de dire, d'une part, à des congrès de RH, est-ce qu'il vous arrive de mettre un couple dans la même famille? Ils te regardent les yeux comme des lentilles, comme ça. Oui. Il faut réaliser que ça veut dire qu'on pourrait être à 6 heures sur machine, on réveille les enfants à 5h30, qui s'endorment chez un nourrice, qui se rendorment, qui ont réveillé à 8h pour aller à l'école, ou qui restent tout seuls jusqu'à 11h du soir. Vous avez déjà réalisé ça? Jamais. Ils n'ont jamais pensé à ça. Oui, voilà. Mais le mot RH, ressources. L'homme, c'est pas une ressource, c'est la finalité. Alors RH, c'est rendre heureux. Alors j'ai trouvé ça au Canada, et il lui dit c'est un apiculteur. Voilà, il a la culture du bonheur. Parce que, alors je suis très fier, la Sodexo, 500 000 personnes. Et s'est lancé dans la démarche il y a 6 ans. Et son patron, qui doit avoir 90 ans maintenant, Pierre Belon,
Il a repris du Favi. N'oubliez pas un salarié heureux fait 5 points de cash flow, le même malheureux fait 5 points de cash flow en moins, il y a 10 points de cash flow qui dorment. Et moi, je rajoute, et qu'un cadre maladroit peut rendre 100 ouvriers malheureux. Ce gars-là, il faut lui payer le club med à vie, mais pas le laisser dans l'entreprise. Et donc, on vient de voir là que toutes ces décisions, vous les avez prises sans avoir eu de cours particuliers. Isaac Getz, vous l'avez dit, a théorisé cette entreprise libérée dans les années 2000, 2005, je crois. Quelle a été la place de l'intuition dans toutes vos décisions ? 100%. Mais ça, c'est Jean-Christian Fauve. Jean-Christian Fauve ne me l'a pas appris, mais il m'a fait comprendre. Vous savez, on a vécu pendant 8 millions d'années de chasse. L'agriculture, c'est une dizaine de milliers d'années, hein, c'est rigolade. Hein. La chasse, c'est binaire. Hein. C'est j'attaque ou je me sauve. Si je me gourre, je me suis bouffé. Après, pour tous les 40 ans, on faisait une guerre. Parce que la guerre, je crois que c'est une sélection naturelle. C'est quand même les plus bêtes et les plus faibles qui meurent. La guerre, c'est très simple. Je tire, je me couche. Cerveau reptilien. D'accord ? Et donc, Jean-Christian Fauve nous apprend ça. Donc, quand il y a un problème, agissez de façon intuitive. L'intuition connaît le chemin. C'est le cerveau reptilien. Mais c'est imparfait. Mais la solution parfaite va donner une réflexion et on va arriver à la solution parfaite. Et comment ça se manifeste chez vous, l'intuition ? Comment vous savez ? Quand il y a un problème, j'agis. Voilà. Encore une fois, mon collaborateur, Jean-Pierre, quand il rentrait, il mettait la main sur le truc. Attends, j'ai fini ma phrase. Moi, entre l'idée et l'action, il n'y a pas de... J'imagine rien. C'est-à-dire que... Mais c'est dramatique, ça. Je vois mais des gens, mais on trouve une... C'est Kawakita dit, aucun problème n'a une solution unique parfaite. La solution parfaite d'un problème, c'est la somme des solutions imparfaites mises en place par celui qui fait, parce que c'est celui qui fait qui sait. Voilà. Là, vous avez tout. Il y a aussi autre chose. Regardez De Gaulle. En ce pauvre monde qui mérite d'être ménagé. Alors déjà, le management, c'est une catastrophe. On ménage rien du tout. On dit à un gars, tu te mets là, en ce pauvre monde qui mérite d'être ménagé, il faut avancer pas à pas, procéder selon les circonstances. Procéder et respecter les personnes. Il y a tout le système Favi là-dedans. Nous, c'est que les circonstances. Je discute avec une ouvrière. Je dis, je vois toujours sur la même machine, vous. Ben oui, monsieur le directeur. Il y a longtemps fait cette pièce-là. Ben 3 ans, monsieur le directeur. C'est pas réglé, pas contrôlé. Ben si, ben faites-le. Et je fais le tour de l'usine. Et je leur dis même, et si je supprime le contrôle expédition, parce que je m'étais dit, le contrôle expédition, ils vont bloquer les pièces. Parce ça va être leur tour, quoi. Hein, faites-moi confiance. On libère tout ça. La qualité a explosé. On n'a plus jamais eu de problème de qualité. Alors c'est toujours pareil. On constate un truc inattendu, qu'on ne comprend pas, et alors on a compris après. Parce que je fais ça moi, comme ça. Je vois Eliane, je discute, bon, j'ai dit faites-le. Et je fais mon tour d'usine en disant à chacun, puis ça c'est sûr, ça me précédait. J'ai fait ça sur plusieurs jours quand même, parce qu'il y avait du monde. Hein. Donc ça me précédait. Monsieur Zouris, moi aussi je voudrais bien, etc. Et on n'a plus jamais... Et alors, mais très vite, les ouvriers me disaient, avant il y avait un contrôleur régleur qui passait toutes les 2 heures. Pour moi un quart d'heure. D'accord ? Il me disait, pourquoi on contrôle toutes les 2 heures, ça bouge jamais ? J'ai fait contrôler toutes les 4 heures. Pourquoi on contrôle toutes les 4 heures, ça sort jamais des limites de tolérance. Hein. Ça sort jamais. Je dis, prenez à contrôler la prise de poste. Non seulement on a gagné une heure de fabrication, mais on n'a plus jamais de problème. Après, j'ai réfléchi. Toute la structure, tous les services sont payés pour gérer des dysfonctionnements. La logistique, ça gère des retards. D'accord ? Donc, toute la structure, par instinct de conservation, qui est l'instinct le plus puissant de l'homme, il est plus puissant que l'instinct sexuel. Il ne se met pas au nominal, il ne se met pas loin de la limite de tolérance pour que ça sorte. Les ouvriers, parce que m'a dit un jour une ouvrière, moi quand je m'arrête, parce que je suis énervé, je prends un café, c'est pas parce que ça va vite, j'aime bien quand ça va vite, c'est quand ça va pas comme je veux. Ils se mettaient au nominal. Et comme les pièces étaient bien conçues, elles sortaient plus jamais. Plus jamais. On a eu tous les grands prix qualité, je vous montrerai on les affichait à l'entrée de l'usine. Là. On a été les premiers certifiés en Europe, QSE, les premiers certifiés, etc. Parce que les ouvriers se mettaient au nominal. Ça sortait plus jamais. Alors, de façon globale, toute la structure, partout, dans la fonction publique, payée pour gérer les dysfonctionnements, elle se met là pour que ça sorte. Autrement, c'est vrai, quand ça sort, pain béni, plan d'action corrective, suivi, plan, voilà. Plus jamais. Alors, tous ces gens-là, la chance que j'ai aussi, c'est qu'on est passé de 80 à 650. Et puis, quand on a créé le bureau d'études, les contrôleurs, les régleurs, à l'époque, c'était table à dessin. C'était valorisant. J'écoutais, vous pouvez pas, c'est vos bureaux d'études. Parce que ça aussi, la force du bureau d'études. C'est tous des gens qui avaient la culture de la fonderie, des cuivreux, qui est une culture très particulière. D'accord ? Vous rentrez un ingénieur qui a fait les arts et métiers, et le mec, on lui a tout appris, sauf les cuivreux. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez appris sur vous-même de cette expérience
en tant que mes- patron. que mes défauts étaient des qualités. Que d'être paresseux, c'est une qualité. Moi, en fait, je suis un défricheur. Alors, la chance que j'ai eue, mais j'ai eu du chance. Je l'écris dans mon bouquin, toutes mes chances. J'ai des collaborateurs extraordinaires. C'est-à-dire, des collaborateurs qui avaient un commandement, Alain Langlais, par exemple, moi, je défrichais. Lui, il labourait, et nous tous, on récoltait. Il labourait, il semait, lui. Et nous tous, on récoltait. Vous voyez, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs. Moi, je suis un mec brouillon, mais je fonce. Et j'avais autour de moi des gens peu créatifs, mais alors qui sont précis, qui sont consciencieux, Donc tout ça, ça se complétait bien. Et puis, le fait de ne pas avoir d'ego fait que... Souvent on me dit, mais est-ce que vous ne t'es jamais trompé? Je me suis jamais trompé, pourquoi? D'une part, parce que dans mes tours d'usine, souvent, il me venait une idée, et après je réalisais qu'en fait les ouvriers me l'avaient déjà dit. Je faisais jamais qu'une idée. Bon. Et puis surtout, c'est que j'ai pas d'ego. C'est-à-dire que les 35 heures, je dormais plus pour les 35 heures. Madame Aubry voulait faire pointer les cadres, alors que nous, on pointait plus de 20 ans. J'ai réuni l'usine, je sais pas quoi faire. Et c'est eux qui ont trouvé l'idée. Mais même un autre exemple que je cite, parce que c'est vrai, un jour, Hervé le comptable me dit Jean-François, on a 40 intérimaires, c'était une crise automobile, je sais plus quand, la première crise pétrolière. On ne sait plus quoi faire, il faut qu'on les arrête. Je dis, attends, on réunit l'usine. Je monte sur un tas de palettes, je dis, voilà, on a 40 intérimaires. On peut les arrêter. Mais vous savez que pour nous, c'est l'antichambre de l'embauche. D'accord? On les a formés, etc. Et on débat. Et c'est un ouvrier, mais au bout de 2 heures de débat, un outil, Roger, qui lève la main, qui dit, Monsieur Zabris, si on arrêtait tous de travailler pendant une semaine sans être payés, est-ce qu'on pourrait garder les intérimaires? Je dis, mais si on fait ça, nous, les cadres, on va bosser, parce que nous, il faut qu'on bosse. Mais je vous promets qu'on ne sera pas payés. Et quand ça reviendra, parce que ça reviendra, on travaillera tous des samedis après-midi pour récupérer. D'accord? Jamais j'aurais eu cette idée-là, à supposer que j'ai eu l'idée ou que l'encadrement allait la vendre, l'idée. Donc je me suis jamais trompé, parce que quand je ne sais pas, c'est pas l'humilité, c'est du bon sens. Quand je ne sais pas, je réunis les 35 heures, c'est pour ça qu'on fait toujours 39 heures. Ils ont fait des groupes de travail, puis ils ont dit, on va rester à 39 heures, comme ça c'est notre bins à nous qu'on régule, et puis on prend 2 semaines de congé, pas à coller, puis KPM, ils ont mis un peu en musique. C'est-à-dire, il faut aussi que le patron ait cette humilité de se retourner vers ceux qui savent. C'est celui qui fait qui sait. Il faut toujours. Quand on ne fait pas, on ne peut pas savoir. Et merci Jean-François. Et je voudrais revenir. C'est un peu brouillon tout mon truc. Non, c'est bon. On a couvert, je pense, un grand nombre. Non, mais par rapport à Lalou, parce que j'ai bien regardé Lalou. Il réfléchit avant et pouf. Mais là, ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, on a émis plein d'idées de tout ce que vous avez mis en œuvre depuis de 83 à 2009. On a parlé aussi, vous avez parlé de... Non, je l'ai pas mis en œuvre, j'ai mis en œuvre de 83 à 84. Après, ça aurait pu changer. Exact. Après, alors bon boulot après, c'est de faire en sorte que ça se maintienne. L'homme est bon, pas de papier de contrôle. Et mon boulot, c'est de détruire, parce que c'est insidieux, ça revient. Je trouve un papier, c'est quoi ça? Mais c'est un contrôle. Oui, mais j'ai pensé que... Non, mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est? À qui voilà. Ou alors à qui ça... Je me rappelle une anecdote, elle s'appelait Pascaline. Un jour, je fais mon tour d'usine, comme tous les jours, puis je vois Pascaline qui a fait sur son ordinateur des Pareto, des trucs jolis, quoi. C'est quoi ça? Elle me dit, vous voyez, c'est tous les défauts de fonderie, les porosités. Je dis, quel est le client? C'est les leaders et puis le commercial, quand ils font leur réunion qualité, je vais les voir, on va les voir. On tombe sur deux leaders, je dis, qu'est-ce que vous faites de ça? Et ils me disent textuellement, on n'a pas besoin de cette merde pour savoir ce qui merde dans la mini-usine. Donc la Pascaline. Si toi, ton client, ça ne lui sert à rien. Trouve-toi quelque chose d'utile pour ton client. 2 jours après, elle me dit, j'ai pas bien dormi, mais j'ai trouvé... Chez Volkswagen, on a eu un problème là, il y a 4 ans. On contrôle toujours là, on n'a plus eu le problème. Je vais prendre toutes les gammes d'origine et supprimer tout ce qui ne sert à rien. Voilà, ça c'est quelque chose que ton client va aimer. Donc c'est 2 valeurs limites. Mais alors, j'insiste aussi là-dessus. Dans tout système cohérent, il y a 2 valeurs limites. Mais ce sont des limites. Le couple, il y a la fidélité, la confiance, le respect de l'autre, la tendresse. Quand on est cocu, il se passe quelque chose. D'accord? Parce que c'est une limite. Nous, c'est vraiment des limites. Quand il y a un cadre un jour qui est en réunion, on me dit, oui, il y en a marre avec vous, il y en a que pour les ouvriers. Moi, je suis bac plus 3, je ne suis pas à disposition des ouvriers. Je passe une demi-heure à le convaincre en public qu'il a tort, et puis j'y arrive pas. Puis au bout d'une demi-heure, j'écoutais David. Ça, c'est pas tolérable. L'homme est bon, vous êtes mauvais. Votre client, c'est l'ouvrier. De dire que vous n'êtes pas à disposition de l'ouvrier, c'est que vous ne cherchez pas l'amour de votre client. Je vous impose une formation, ce n'est pas une sanction. Et je vous donne 10% d'augmentation comme preuve de bonne volonté. Votre formation, c'est de passer sur machine pendant 6 mois pour rappeler ce qu'est un ouvrier. J'irai pas. Mise à pied conservatoire, dehors, boum, licencié. Il faut 2 valeurs limites. Je crois que dans tout système cohérent, alors, notre système, il est sur l'affectif. Sur l'affectif, reste dans le village.
voyez ce que je veux dire? Il n'est pas sur les chiffres. J'ai jamais cherché. Max me disait, écoute, j'ai plein de boîtes qui bouffent du fric. Il m'explique parfaitement pourquoi ils bouffent du fric. Toi, tu me fais 20% de cash flow, 25% de cash flow, t'es foutu de me dire pourquoi. Je dis, je sais pas. Je sais pas. Et alors, quelle est votre vision du monde du travail aujourd'hui et pour demain? Ben, je pense qu'il faudrait aller dans ces dimensions-là, surtout qu'on a des ouvriers qui sont beaucoup plus cultivés que les ouvriers qu'on avait dans le temps. La plupart des gamins, quand je vois, j'ai une petite fille, là, parce que ma dernière fille a été faite sur le tard, puis elle-même s'est mise sur le tard, qui a 7 ans, mais depuis l'âge de 4 ans, elle joue avec l'iPad, etc. Elle me montre même des choses que je n'avais pas trouvées. À pas dire, cette gamine-là, tu te mets sur telle machine, tu te tais. Encore une fois, c'est pour ça que mes petites filles fuient la France. Hein, je crois qu'on a un système éducatif qui est... La seule force de... C'est Serrièques, j'aime bien Serrièques. Serrièques, ça dit, la France a perdu la lutte des cerveaux. La force de la France sont ses ouvriers. Parce qu'en Chine, les ouvriers sortent de la rivière. Nous, ils sont ouvriers depuis 5 générations. Elle est là, la force de la France. Il y a un savoir colossal dans nos ouvriers, au sens large. Au sens large, les créateurs de valeur. Hein, et il faut arrêter tous ces gens qui ne servent à rien à faire des business plans. Le business plan, le mot, ça m'est venu comment? Un jour, je fais une conférence. Et puis, je l'explique que rien n'est prévisible. Il y a 3 banquiers. Et les banquiers soliloquent en disant, c'est vrai que le coût de la rouble, pas vu, le coût du yen, n'en parlons pas. Et en face, il y a les patrons. Puis un patron qui dit, enfin, tu te fous de moi, là. Tu me demandes un business plan à 10 ans, pour me prêter 4 sous, tu me dis que tu ne peux rien prévoir. Ah oui, mais non, c'est comme le Monopoly, c'est un jeu de rôle. D'ailleurs, souvent, là, je fais le business plan d'une grosse confiserie, j'y connais rien au bonbon, c'est moi qui le fais, on fait Monopoly. Voilà, le jeu de rôle. On n'a plus les moyens de jouer à ça. On emprunte 1 milliard tous les jours avant la crise. On va dans le mur. Parce que l'entreprise libérée, quel intérêt là? En 2008, ça a été une chute de l'automobile colossale. Tout le monde a perdu de l'argent. Tout le monde. Hein, l'automobile, les fournisseurs. Nous, on est passé de 18 à 14%. On passerait le guet. Ça a duré 3 ans, c'est nous, on passait. Et la créativité, ça libère la créativité. La plupart des idées de progrès viennent d'idées d'ouvriers. Parce que quand le patron fait son tour d'usine, l'ouvrier dira au patron. Il ne dira pas à quelqu'un d'autre, parce qu'il a peur de se faire voler son idée. Je pourrais écrire un bouquin sur les idées d'ouvriers. Après, il faut la mettre en musique. On le voit dans le reportage aussi. Il y a du travail, au bureau d'études après. Entre une idée, c'est un concept, et il y a du boulot. Mais la plupart, c'est celui qui fait qui sait. C'est factuel. On va conclure là-dessus, Jean-François. Je vais vous poser les petites questions rituelles de fin d'entretien. Quelle est la leçon que vous avez mis le plus de temps à apprendre ? J'ai toujours appris, alors comment je pourrais faire? Quelle est la leçon? Que l'homme est bon, j'ai pas appris. La leçon que j'ai mis le plus longtemps à apprendre. Me calmer, je sais pas, la leçon. Est-ce que je sais même pas si j'ai appris une leçon, moi. J'ai appris des trucs comme ça, et puis je les ai régurgité à ma manière. Est-ce que j'ai vraiment appris une leçon? Très honnêtement, j'ai eu tellement de chance dans ma vie, toute ma vie, je crois que si je devais faire ma vie, je referais les mêmes bêtises, parce que le fait de rebondir sur ces bêtises a fait que j'ai fait que je le paie. J'ai toujours rebondi. Non, mais ça fait prétentieux de dire ça. Je sais pas, parce que je fais au fur et à mesure ça. Je réfléchis pas, moi, j'agis. Donc je peux pas dire que la vie m'a appris quelque chose. On va pas changer de ce que je suis, parce que en moyenne ça marche, quoi. Mais je sais pas pourquoi ça marche, hein. J'ai pas répondu à la question, mais parce que c'est une réponse, remarque. Quelle est la question que tout le monde devrait se poser au moins une fois dans sa vie? Est-ce que l'autre n'est pas meilleur que moi? Est-ce que l'autre n'est pas, par un autre, meilleur que moi? Moi, c'est un peu le réflexe que j'ai à chaque fois. C'est-à-dire, là, on me demande de faire ça. Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait le faire? Est-ce que c'est un peu de la paresse? Est-ce que c'est un peu de... Je sais pas. Qu'est-ce qui vous a aidé à dépasser les obstacles et les difficultés de la vie? Mon inconscience. On ne me pose pas de problème. Moi. C'est fait pour voler, je mets les gages, je décolle. Je ne me pose pas de questions. Je crois que c'est mon inconscience. Je crois que je suis quelqu'un de... Mon bon sens me pousse à l'inconscience. Vous voyez ce que je veux dire? Que croyez-vous avec certitude? Croyez-vous? Que croyez-vous avec certitude? Ah, que l'homme est bon. Alors ça m'a frappé de voir que les Japonais, parce que j'ai fait des émules en Turquie, donc les musulmans, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, je crois que toutes les entreprises qui pratiquent ça partent du principe que l'homme est bon et on n'en démord pas.
Hein. Vous savez, je faisais une conférence en Russie, à Moscou, et à la pause, il y a des professeurs, parce que les professeurs là-bas se posent des questions sur l'enseignement qu'ils donnent, hein, et qui me dit, vous savez, qu'on a trouvé un tibia qui a 1 million d'années. Et ce tibia a plusieurs fractures qui ont été parfaitement consolidées. Ça prouve qu'il y a quelqu'un ou une collectivité qui a pris soin de cette personne-là pendant quelques mois. Vous voyez, autrement dit, encore une fois, le mammifère placentaire humain, ce qui le différencie du reste, c'est la bonté. Je crois que l'homme est bon, mais il faut aller jusqu'au bout, puisqu'il est bon, on contrôle rien, puis on arrête, et puis il faut pas... Isaac reprend ça aussi. Isaac, il dit, il y a 2% de gens pas très sérieux dans les entreprises. Au nom de ça, c'est créer une structure pléthorique qui gère les 98 autres pourcents, c'est comme s'ils n'étaient pas sérieux. Oui, donc on ne voit plus les pas sérieux. Mais c'est vrai, ça. La structure considère que tout le monde n'est pas sérieux. Et encore une fois, c'est simple. Hein. J'imagine pas une personne qui met son réveil en retard d'une demi-heure volontairement pour dire demain j'arrive en retard. Bien sûr. Complétez cette phrase. Le monde a besoin. C'est une forme d'amour. Je crois qu'en fait, derrière tout ce que je vous ai raconté là, il y a l'amour de l'autre, l'amour du bon sens. C'est une forme d'amour. Je crois que encore une fois, je suis pas pratiquant du tout, je crois. Je crois qu'entre mon chien et moi, parce que j'aime bien les chiens, puis j'ai vraiment une chienne qui est délicieuse, le hasard darwinien m'a donné 2 doigts opposables. Et à force de taper sur 2 cailloux pendant 1 million d'années, quand même, hein, ça a déclenché des trucs là-haut. Donc je crois en rien. Hein. Mais je crois que le monde a besoin d'amour. Il faut revenir à cette notion-là au sens large. Hein. Et je crois que si on maniait plus l'amour au sens large, dans nos entreprises déjà, hein, et l'entreprise libérée, on parle que de l'amour en fait. Hein, ça arrondirait bien les choses, à mon sens. Merci Jean-François. Merci infiniment à Jean-François Zobrist pour cette conversation et à vous d'être resté ici avec moi jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement apprécié l'épisode. Alors le mieux est de nous le dire avec des étoiles et un petit mot sur Apple Podcast et de partager cet épisode sur LinkedIn. C'est ce qui nous aide le plus à le faire connaître et à diffuser le message que oui, un monde du travail plus humaniste est possible. Merci infiniment, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité.